Maintenant, on va voir comment on peut reproduire et multiplier nos arbres fruitiers. Il faut savoir que les poiriers cultivés proviennent du greffage. C'est une technique qui consiste en l'association d'une variété de greffons et d'un porte-greffe, contrairement au semis qui fait intervenir la graine. On parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir un élément mâle et un élément femelle, le cas du semis, et de reproduction asexuée, qui se fait à partir d'une seule et même plante. Il s'agit donc d'une reproduction à l'identique, donc on va avoir des clones. En revanche, la graine c'est le pépin, donc elle provient du fruit, qui était une fleur avant la fécondation. Donc la graine porte le patrimoine génétique des deux parents, et ne peut pas donc donner lieu à un individu identique aux parents. Ce sera un mélange entre les caractéristiques des gènes des deux parents, tout comme chez nous les humains. Ensuite, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout ce que vous allez reproduire avec le semis risque bien d'être plus lent à pousser. Et les mises à fruits sont très très longues en semis. C'est de l'ordre de 10 à 12 ans. Par contre, l'arbre va être plus grand et le port plus vigoureux. En plus, l'arbre va être plus résistant parce que c'est le moyen le plus naturel en reproduction. Et donc, l'arbre va trouver lui-même ses moyens de défense. Donc ça, c'est pour le semis. De l'autre côté, on a le greffage. Donc on a dit que c'est une méthode qui produit des plants clonés qui vont nous donner le même fruit et ils auront tendance à donner des arbres qui seront plus petits, au développement plus rapide, mais qui seront plus fragiles. Parce que cette méthode demande une intervention humaine sur la plante et l'arbre n'aura pas le temps de développer de grands moyens de défense. Maintenant, le greffage va consister à coller deux parties différentes. On va avoir une partie qui sera en bas, qu'on va appeler le porte-greffe, et une partie qui sera en haut, qu'on va appeler le greffon. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien d'abord pour maintenir des clones sélectionnés, parce que bien sûr on veut garder la même variété. Et puis on veut que le fruit soit homogène. Il faut assurer une homogénéité de la population. Et le plus important, c'est de pouvoir bénéficier des avantages du porte-greffe. Et là on peut parler de l'adaptation de la variété au type de sol. Parce que dans la plupart des cas, même en améliorant la qualité du sol, il est assez difficile de l'adapter pour chaque variété. C'est pourquoi le greffage est une excellente solution. En greffage, on utilise le porte-greffe adapté à son type de sol. Par exemple, il y a des gens qui vous disent que chez eux, l'abricotier ne pousse pas. Eh bien, si on greffe l'abricotier sur le prunier, sur un porte-greffe prunier, eh bien, on aura de bons résultats. Parce que le prunier s'adapte à quasiment tous les types de sol. On peut parler aussi de l'amélioration de la qualité du fruit. Par exemple, la plupart des poiriers sont greffés sur du cognacier, parce que déjà il y a une meilleure affinité, et si on greffe un poirier sur cognacier, on a de meilleurs résultats que si on greffe poirier sur poirier. Donc oui, c'est étonnant, mais c'est le cas. Donc on va avoir un fruit qui sera un petit peu plus gros, poirier greffé sur cognacier, et qui sera de meilleure qualité gustative. Le greffage permet aussi de changer de variété ou de cultivar. Par exemple, j'ai un arbre et j'aimerais lui changer de variété. Eh bien, je vais venir couper mon porte-greffe, qui peut avoir 5, 6 ans ou même 10 ans d'âge, et je vais y adapter ma nouvelle variété. Je vais en fait garder toute la vigueur de mon porte-greffe, et peu de temps après, mon arbre va entrer en production. Le greffage permet aussi d'accélérer la mise à fruit, on en a parlé. On a dit qu'avec le semis, les mises à fruits sont de l'ordre de 10-12 ans, tandis qu'avec le greffage, la fructification commence à partir de 2-3 ans. Et il faut signaler que le greffon doit être prélevé sur un plant qui soit en production. Autre raison pour greffer, c'est de nanifier l'arbre. Nanifier vient de nain, donc le rendre plus petit. Et ceci va permettre de faciliter les opérations culturales. On a ici une comparaison entre différents porte-greffes, les longueurs de différents porte-greffes de pommiers. Donc, comme vous pouvez le voir, le porte-greffe M27 est extrêmement nanifiant. Donc, comme vous voyez, l'arbre ne dépasse pas 2 mètres. Et outre le nanisme, certains porte-greffes peuvent donner une grande vigueur à l'arbre. Par exemple, sur le front de poirier, c'est-à-dire qui est issu du pépin, on va avoir un grand poirier avec un gros tronc. Donc il va être très vigoureux, une durée de vie facilement d'une centaine d'années. Maintenant, sur du front, on a des mises à fruits assez longues, de l'ordre de 6 à 8 ans. Donc on est toujours sur du greffé. Autre avantage du greffage, c'est la résistance à certaines maladies et ravageurs. Donc il y a des porte-greffes qui peuvent donner à l'arbre une résistance à certaines maladies et ravageurs. Par exemple, le front du poirier est indemne de maladies à virus, à l'exception du vein yellow.
qui est une maladie à virus. Alors, pour faire un peu le point sur tout ce qu'on vient de voir, les deux porte-greffes les plus utilisés en culture du poirier sont le franc, qui est issu du pépin, et le cognacier BA29. Donc, c'est une variété sélectionnée du cognacier de Provence. Donc, le franc confère une grande vigueur à la variété, ce qui ne convient pas à la culture intensive, mais il est indemne de maladies à virus, à l'exception du Venielo, comme on a dit. Il présente aussi une bonne affinité avec le poirier et est peu sensible à la chlorose calcaire. Donc, il s'adapte à plusieurs types de sols. Il s'adapte aux terrains qui sont peu propices, peu fertiles, caillouteux, secs et calcaires. Le seul hic, c'est qu'il met beaucoup de temps à fructifier. D'un autre côté, le cognacier BA29 est un porte-greffe qui se distingue par sa vigueur, sa croissance rapide et présente une bonne affinité avec le poirier et surtout la variété Williams. Place maintenant aux opérations de reproduction et de pollinisation de nos poiriers. C'est un sujet primordial parce que si on n'a pas de notion là-dessus, on peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter très cher. Nos poiriers risquent de ne pas aboutir à une fructification, donc pas de fruits. Il faut savoir qu'il existe des arbres fruitiers autostériles et des arbres fruitiers autofertiles. Le poirier est une espèce autostérile ou auto-incompatible, ce qui signifie que le pollen d'une variété ne peut pas germer sur le stigmate de cette même variété. De ce fait, le producteur doit absolument intégrer une variété secondaire dans le verger de la variété principale, de façon à assurer ce qu'on appelle une pollinisation croisée. Donc ici, on a quelques espèces fruitières avec leur type de compatibilité pollinique. On a le poirier, pommier, amandier et cerisier qui sont autostériles. Donc si on a un verger et qu'on veut planter un seul arbre de chaque espèce, de chacune de ces espèces, on n'aura pas de fruits. Par contre, pour le cognacier, abricotier, pêcher et vigne, il suffit d'en avoir un seul arbre, on aura des fruits, parce que ce sont des espèces autofertiles. Ces arbres ont besoin d'une technique pour pouvoir disperser leur pollen. On parle d'espèces entomophiles, dont le pollen se disperse grâce aux insectes, notamment les abeilles. Donc les insectes vont venir dans une fleur et après ils vont butiner une autre fleur. Et c'est comme ça que le pollen se promène un peu partout. Donc il est indispensable d'introduire dans une culture fruitière plusieurs variétés fleurissant à la même époque et de combiner les plantations avec des variétés compatibles. Certaines variétés sont incompatibles entre elles. Elles sont interstériles. Donc la variété à polliniser nécessite une autre variété pollinisatrice située à proximité. En fait, c'est ça le principe de la pollinisation croisée. Et pour favoriser cette pollinisation croisée, il faut une compatibilité entre les deux variétés. Donc on a dit qu'elles doivent fleurir à la même époque. La variété à polliniser doit être adaptée aux heures de froid de la région. Elle doit être résistante aux maladies et insectes. Elle doit avoir une qualité de fruits appréciée par le consommateur et une date de maturité diversifiée. De l'autre côté, la variété pollinisatrice doit surtout avoir un pollen de qualité. Donc, le plus simple et le plus sûr est de prévoir d'emblée la plantation simultanée de deux variétés qui se pollinisent. Au Maroc, une dizaine de variétés fournissent la quasi-totalité de la production de poires. On les classe habituellement par période de maturation, avec les poires d'été et les poires d'automne. Parmi les variétés d'été, on trouve la Williams, la Guyot, la Beurré Hardy, etc. Ces variétés-là sont les plus cultivées, les variétés d'été, suivies de la Passe Crassane, qui est une poire d'automne. Donc ici, sur le tableau, on a les principaux types d'associations variétales les plus rencontrées. Par exemple, on associe souvent la Williams avec la Guyot. Alors voici un aperçu sur une sélection de variétés les plus répandues. On a la variété Beurré Hardy qui se singularise par de gros fruits vert kaki en reflets roux, dont la chair est fondante, très sucrée et parfumée. C'est une variété très fertile, de grande vigueur, mais de mise à fruits un peu lente. Ensuite, on a la Passe Crassane, une variété d'automne par excellence. C'est un fruit à gros calibre, de forme ronde, à la peau jaune-vert, mouchetée de rouille. Sa chair blanche est très parfumée et parfois un peu granuleuse. Mais c'est une variété très sensible au feu bactérien qui est une maladie très contagieuse. Puis la variété anglaise Williams, qui est un classique. Elle est caractérisée par des fruits de calibre moyen, jaune d'or, dont la chair blanc crème est fondante, très sucrée et juteuse. Ces des poires d'été, elles sont récoltées entre juillet et août. Et puis on a la poire Guyot, Jules Guyot. C'est une variété de moyenne vigueur qui produit rapidement de grosses récoltes.
Ces gros fruits allongés sont jaunes et teintés de rose à maturité. Elles donnent aussi des récoltes précoces. Passons maintenant à la conduite technique et aux pratiques culturales. De toutes les opérations qui se rattachent à la culture du poirier, la plantation est sans doute l'une des plus importantes. Une bonne plantation assure à peu près toujours la bonne réussite des arbres, de même qu'une plantation défectueuse donne le plus souvent un résultat négatif. La première condition à remplir pour qu'un arbre se développe vigoureusement après sa plantation, c'est de le planter dans un terrain bien préparé. Et ce n'est pas au moment de la mise en place des arbres qu'il faut procéder à la préparation du terrain, mais bien quelques mois à l'avance. Deux opérations sont importantes à réaliser au moment de la préparation du sol, qui sont la réalisation du profil pédologique et l'analyse du sol. La réalisation d'un profil pédologique jusqu'à 1 mètre de profondeur permet de déterminer la profondeur d'enracinement possible et de réaliser un travail du sol adapté. De son côté, l'analyse du sol va permettre de raisonner la fertilisation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en tenant compte de la texture, des taux d'argile, de la matière organique, du pH, du calcaire actif, etc. La préparation du sol consiste en un travail du sol en profondeur. Le sous-solage puis le labour permettent de décompacter le sol pour ameublir la terre sur une profondeur de 50 cm environ et favorise l'implantation des racines. Cette opération est à mettre en œuvre dès la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque la terre n'est pas trop humide. Ensuite, on procède à un apport important en matière organique pour pouvoir augmenter la capacité de rétention des eaux dans le sol. Et cela permet en quelque sorte de faire des économies d'eau. Même chose pour la rétention des éléments nutritifs qui peuvent être eux aussi perdus en cas d'intempéries. Par exemple, en cas de forte pluie, ils peuvent être lessivés. Ensuite, on va procéder au piquetage, qui consiste à matérialiser à l'aide de piquets ou de jalons, à matérialiser les futurs emplacements des arbres, et cela tout en respectant les distances de plantation préalablement définies. Et puis, après avoir planté les piquets, on va venir creuser un trou individuel pour chaque arbre. Déjà, la fonction du trou, ce n'est pas d'enterrer l'arbre à mettre dans le sol, c'est d'ameublir la terre qui est autour pour que les racines puissent trouver leur chemin et puissent s'installer correctement dans le sol. Il faut alors retourner une surface supérieure à au moins 4 fois la surface du système racinaire et une profondeur 2 fois plus importante que la hauteur des racines, comme vous pouvez le voir ici sur cette figure. Il serait préférable de prévoir le creusement des trous, ou ce qu'on appelle la trouaison, 2 mois avant la plantation. Ceci va garantir une meilleure reprise végétative. Puis, après la préparation des trous, on peut venir poser nos plants en essayant de les placer au plus près des piquets, qui vont servir de soutien à l'arbre et vont surtout aider les racines à bien s'ancrer dans le sol. Puis, on va recouvrir les racines avec de la terre, en veillant à ce qu'elles soient assez fines et en enlevant la végétation qui s'y trouve. Puis, une fois le trou rebouché, on va venir tasser légèrement la terre avec nos pieds. Quant à la période de plantation, les dates du début et de la fin correspondent en gros à celles du repos végétatif, qui suit la chute des feuilles jusqu'au redémarrage de la végétation. Mais il faut arrêter la campagne de plantation un peu avant la fin des dernières pluies. Donc tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant sont des opérations basiques qu'on peut répéter. Mais il faut savoir que toutes les parcelles ne fonctionnent pas de la même façon. Donc l'historique de la parcelle a forcément son intérêt. La topographie de la parcelle et les caractéristiques du sol font qu'on a des préparations qui vont être différentes d'une parcelle à une autre. Par exemple, pour les sols acides, il faut apporter des amendements calcaires pour neutraliser le sol et également pour augmenter la teneur en calcium, qui est un élément important pour certaines espèces comme le poirier. Alors quelques mots sur la fumure de fond. La fumure de fond est un amendement de terre réalisé par incorporation d'engrais avant la plantation. La fumure de fond ou les engrais de fond agissent lentement et progressivement sur les terres afin de rendre mobilisables les éléments pour les plantations, mais aussi pour les micro-organismes du sol. Les oligo-éléments apportés par une fumure de fond, tels que le phosphore, se fixent dans le sol en attendant d'être absorbés par les futures plantes. La fumure de fond doit être déterminée avec le plus de précision possible, d'abord pour éviter les manques, mais aussi les excès, qui sont préjudiciables tous les deux. C'est pour ça qu'elle doit être basée sur l'interprétation des analyses du sol. Il faut profiter du labour et du sous-solage
pour incorporer au sol la fumure de fond à la plantation, notamment du fumier, du phosphate, du potassium, du magnésium et des oligo-éléments. Pendant la période d'été, s'étalant du mois de juin au mois d'août, il est recommandé d'adopter une fumure de fond de l'ordre de 400 à 500 unités de phosphore et 500 à 600 unités de potassium. Donc tout ça par hectare de plantation. Il est aussi recommandé d'apporter du fumier bien décomposé ou du compost à hauteur de 40 à 50 tonnes par hectare. Sachant que le phosphore et le potassium ne sont pas lessivables, contrairement à l'azote. C'est pour cela qu'on a intérêt à mettre du compost, par exemple, au tout début, parce que ça contient des bactéries et la bactérie produit de l'azote et le donne tout de suite à la plante. Donc on n'a pas de lessivage. Tandis que quand on apporte de l'engrais azoté, la plante ne peut l'utiliser que quand il passe. Donc soit il le capte, soit il ne le capte pas. Le reste va dans la nappe. Autrement dit, il va être lessivé. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le lessivage désigne le transport des éléments du sol, à savoir les sédiments, les engrais, les pesticides, etc., par les eaux de surface, notamment les pluies. Et ce phénomène a pour conséquence l'appauvrissement et la dégradation des sols lessivés et la pollution des cours d'eau. Alors un petit éclaircissement par rapport aux unités d'engrais. Alors les unités fertilisantes peuvent être converties en quantité, c'est-à-dire en kilogrammes, à travers une méthode simple. Alors il suffit de savoir résoudre une règle de 3. Les concentrations des unités fertilisantes dans les engrais sont exprimées en pourcentage, c'est-à-dire par 100 kg de produit, et les besoins des cultures sont donnés par hectare. La formule qui donne la dose à appliquer est égale donc aux besoins de la plante fois 100 kg divisé par le dosage de l'engrais. Par exemple, pour une plante dont les besoins sont de 60 unités d'azote par hectare, avec de l'urée 46, c'est-à-dire 46% d'azote, la dose d'urée à appliquer est égale à 60 fois 100 divisé par 46, ce qui donne 130 kg par hectare. Pour les systèmes de plantation, on distingue entre les vergers extensifs, 1000 à 1500 plants par hectare, et la haute densité, environ 2500 plants par hectare. Le choix de la densité dépend de plusieurs facteurs, à savoir la fertilité du sol, la disponibilité en eau d'irrigation, les types de variétés utilisées, les méthodes de formation des arbres, les modes de conduite des arbres, les moyens financiers, les techniques du producteur, etc. Certes, les vergers à haute densité sont plus coûteux à implanter. Cependant, plusieurs études ont démontré que les plantations à haute densité sont généralement plus profitables, grâce à la mise à fruit plus précoce et au rendement cumulé, ainsi qu'à la qualité des fruits qui est plus élevée que les systèmes à plus faible densité. Mais il faut noter que le risque financier augmente avec la densité de la plantation, principalement à cause des coûts d'implantation qui sont plus élevés. L'entretien du sol consiste à mettre en œuvre un ensemble de techniques visant à maintenir le sol en bon état après plantation pour un bon fonctionnement des racines. Le sol peut être soit travaillé mécaniquement au niveau de la couche superficielle, soit désherbé chimiquement, ou alors recouvert d'un mulch, ou ce qu'on appelle le mulching, qui veut dire un paillage. Un désherbage fréquent permet de protéger les plants contre la concurrence exercée par les mauvaises herbes. Quant au paillage, il permet d'améliorer l'infiltration de l'eau de pluie et d'irrigation grâce au maintien d'une bonne structure du sol, dans le sens où il n'y a pas formation de croûte imperméable en surface, ce qu'on appelle la croûte de battance. Il permet aussi de garder le sol humide en réduisant l'évaporation, parce qu'un sol couvert est moins exposé au rayonnement du soleil, ce qui permet de diminuer l'évaporation. Le mulch permet également de nourrir et protéger les organismes du sol et bloque la croissance des mauvaises herbes. Parce que si la couche de mulch est assez épaisse, le développement des mauvaises herbes est stoppé par manque de soleil, d'air, etc. Et puis, ce paillage permet de fournir des nutriments pour les cultures. Parce que, en se décomposant, la matière organique du paillis libère continuellement des éléments nutritifs qui vont fertiliser le sol.